Bonjour. L'événement, demain, ce sera l'inauguration du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Et pour en parler, nous avons ici François Durper, que les téléspectateurs de Télésud connaissent bien, qui est universitaire, historien et spécialiste des États-Unis. D'abord, est-ce que ce mot de inauguration vous convient? Parce que ça fait penser à l'inauguration d'un magasin. Oui, mais c'est ça, c'est le terme qui est consacré en anglais, l'Inauguration Day, le jour de l'inauguration, et qui suit d'ailleurs de 2 mois l'Election Day, le jour de l'élection. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Il y a eu 4 mois entre l'Election Day et l'Inauguration Day. Vous imaginez 4 mois. Et on s'est dit au début des années 30, notamment à cause de la crise économique, qu'il fallait vraiment raccourcir ce temps. Et donc, depuis 1937, on n'a pas ce jour-là en début mars, le 4 mars, mais comme ça sera le cas demain, le 20 janvier. Alors, vous allez nous raconter ce qui va se passer demain. Peut-être avez-vous une idée déjà de ce que va dire Joe Biden? Il vous a téléphoné pour vous en parler? Alors, il ne m'a pas téléphoné, mais on sait à peu près ce qu'il doit dire, ce qu'il va dire. La question, c'est est-ce que ça va être le discours d'inauguration le plus difficile de l'histoire? Il y a déjà eu des moments difficiles dans l'histoire américaine. On peut citer peut-être 3 dates. 1861, Abraham Lincoln, au moment de faire ce fameux discours d'inauguration, il y a déjà 7 États qu'on fait, c'est pas rien. 1933, quand Roosevelt fait son discours, il y a un quart des salariés américains qui sont au chômage. Et 1969, quand Richard Nixon fait son discours, on est en pleine guerre du Vietnam, il y a à peu près 500 jeunes Américains qui partent peut-être pour se faire tuer chaque semaine aux États-Unis. Donc c'est une période difficile au Vietnam. C'est dur, mais que dans l'histoire américaine, on a connu, pas pire, mais en tout cas, on a connu quand même des périodes difficiles. Alors là où ça va être difficile, effectivement, on va le voir de toute façon sur les images. On va voir pas de public. Le modeste public, ça sera évidemment les membres du Congrès, ça sera les forces de l'ordre. Ils seront tous masqués. Donc ils seront masqués, ça veut dire qu'on sait qu'on est en période de Covid-19. Deuxième chose, on sera au Capitole, sur les marches du Capitole en extérieur. Or, il y a 14 jours précisément, le 6 janvier, il y a eu l'invasion du Capitole. Donc le contexte géographique et puis les images nous rappelleront qu'il y a véritablement quelque chose d'anormal aux États-Unis aujourd'hui et que ce discours, eh bien, il se passe dans un contexte qui n'est pas un contexte normal. Alors, qu'est-ce qu'il devra dire? Effectivement, vous m'avez invité à dire, si j'avais été autour de la table pour décider de ce qu'il aurait fallu dire, j'aurais dit au président, vous voyez, je ne suis vraiment pas modeste. D'abord, comment on va parler de l'ancien président? Qui n'est pas là. Comment on parle de Donald Trump? Parce que, Monsieur le Président, la tradition, c'est, depuis Jimmy Carter au moins, de remercier l'ancien président. On le remercie pour 2 choses. Service rendu à la nation, depuis 4 ans, ou 8 ans, et on le remercie d'avoir assuré une bonne transition, de nous avoir accueillis. Or, l'un comme l'autre, ça va être compliqué pour Biden de dire on va remercier Donald Trump. C'est compliqué. Donc, Monsieur le Président, comment on va parler de Donald Trump? Il faut qu'on en parle et comment on va parler de lui. Deuxième chose peut-être encore plus importante, comment on va parler à ses électeurs? Parce que si on ne doit pas nécessairement parler à ceux qui ont envahi le Capitole, la justice se chargera de dire que ce sont des criminels. Mais une majorité d'électeurs de Donald Trump soutiennent ce qui s'est passé au Capitole. Et eux, ils ne vont pas être inquiétés par la justice. 78% des républicains disent « on comprend ». Alors, soutien, ils ne disent pas il fallait s'en prendre à la vie des parlementaires. Mais on a quand même là 3/4 des électeurs républicains, des soutiens de Donald Trump, des gens qui ont voté, sur 74 millions de gens qui ont voté pour Donald Trump, qui disent c'est plutôt la faute des parlementaires, on comprend, la démocratie appartient au peuple, ce sont des patriotes. Donc comment on parle à ces gens qui représentent quand même une population très importante, des millions d'Américains? Quel est votre conseil? Alors le conseil, c'est déjà de dire au président ne faites pas de poésie. C'est-à-dire n'utilisez pas ce qu'on appelle aux États-Unis empty talk. N'utilisez pas des mots vides.
Et ne faites pas ce que vous faites depuis quelques semaines, d'envoyer des Twitter, vous avez des tweets avec vraiment du lyrisme, de la poésie. C'est pas là où vous êtes bon, Monsieur le Président, vous êtes bon sur 3 choses. Vous êtes rentré en politique en 1973, à l'âge de 30 ans. Donc vous avez un demi-siècle d'expérience politique. Donc l'expérience. Vous allez faire la politique de vos artères. On vous reproche plein de choses. Bien, il faut s'appuyer sur vos qualités. Et la qualité, c'est, première chose, l'expérience, qui tranche avec l'ancien président et qui tranche avec le président dont vous avez été le vice-président. Barack Obama n'avait que 3 ans d'expérience sénatoriale dans les pattes, si j'ose dire. Donc, expérience, pour se sortir de cette nasse. Pas parler d'unité, mais la faire. Deuxième chose, vous avez une expérience qui montre que vous êtes bipartisan. Vous avez toujours cherché à travailler avec les Républicains. Or, nous sommes dans une période où il faut sortir des caricatures. Aujourd'hui, les Républicains considèrent que 80% des démocrates sont des socialistes, communistes, marxistes. Et vous avez des démocrates qui considèrent que 80% des Républicains sont des racistes, suprémacistes. Il faut sortir de la caricature parce que vous avez su faire, vous, du bipartisme pendant toute votre carrière. Puis troisième chose, c'est principalement votre atout, c'est que vous n'êtes pas très bon en rhétorique. On ne vous a jamais connu. Obama n'a pas réussi, alors que lui, avec une rhétorique, vous vous rappelez, Bernard, le discours d'Obama, il disait, il n'y a pas une Amérique conservatrice et une Amérique progressiste, il y a les États-Unis d'Amérique. Un autre, très lyrique, Bill Clinton, qui essayait de faire de l'unité, il disait, Bill Clinton, je vais reconstituer l'Amérique et je vais souder la brèche et réduire la fracture. Et même George Bush père disait, je suis pour une nation plus douce et plus unie. Alors, je conseillerais effectivement à Joe Biden de ne pas essayer de rivaliser en rhétorique, mais de s'appuyer sur les actes. Or, il y a un atout pour Biden, c'est précisément la situation catastrophique du pays, sanitaire et économique. Et donc, de faire des actes et de dire que vous soyez un suprémaciste blanc ou un militant antiraciste pro-Black Lives Matter, que vous soyez un pro-life ou un pro-choice, c'est-à-dire favorable à l'avortement ou au droit à l'avortement, personne n'est favorable à l'avortement, au droit à l'avortement ou favorable, hostile au droit à l'avortement, que vous soyez pour les armes ou contre les armes, personne n'a envie de mourir du coronavirus. Donc tout le monde est intéressé par comment on vaccine, dans quel ordre on vaccine. Or, en ce moment, il y a une grosse polémique sur les vaccins, la même que celle qu'on rencontre dans beaucoup de pays, dont la France. Comment on fait avec les vaccins? Ça, tout le monde va écouter Biden sur le sujet. Deuxième chose, que vous soyez suprémaciste blanc ou militant Black Lives Matter, vous ne voulez pas être au chômage, vous voulez élever vos enfants, vous voulez avoir un salaire décent. Donc ça veut dire que si Biden se dit « je ne vais pas… » Le meilleur moyen de faire l'unité, c'est de ne pas en parler. Et dès demain, dès le discours d'investiture, ce qui n'est quand même pas la tradition, oubliez un peu les mots et dès demain, parler de « je n'ai pas le temps de vous faire un discours lyrique, je vous donne déjà mon programme des 100 jours ». Voilà, pendant les 100 jours, on a déjà perdu trop de temps, 2 mois c'est presque trop court. À une époque, je l'ai dit, c'était 4 mois, là il aurait fallu 15 jours parce que nous sommes en pandémie. Parce que nous avons des millions de cas, parce qu'en 18 jours, on a eu une explosion, et parce que là, c'est la rentrée universitaire. Or, vous savez que dans les universités, il y a une particularité américaine, c'est que les étudiants ont porté plainte contre les facs, parce qu'ils se sont dit, on ne va quand même pas payer des droits universitaires prohibitifs, alors que vous nous proposez du distanciel. Ce qui fait que quoi? Les facs ne veulent pas perdre leur procès, elles disent, très bien, on va rouvrir, allez, bienvenue. Donc le semestre, là, on attend de voir effet de l'ouverture des facs sur le Covid-19 dans quelques semaines. Donc ça veut dire qu'on attend Biden sur des choses extrêmement concrètes. Voilà ce que je lui conseillerais, mais il ne va pas m'écouter, vous rassurez-vous. Au moins en partie. À propos de la Covid, ce qui est étonnant, c'est que la plupart des observateurs pensaient que cette
pandémie sans contrôle, due à l'inaction de Trump, lui coûterait cher aux élections. Mais en fait, il a fait un score absolument incroyable dans une situation sanitaire terrible. Comment expliquez-vous ça? Parce que pour en revenir à ces électeurs républicains, comment les convaincre des bonnes intentions de Biden, puisqu'ils paraissent farouchement ancrés, assis sur leurs convictions? Alors là, vous mettez de manière extrêmement élégante le doigt sur une des limites de ma réponse. Parce que je vous ai dit, parlez de la Covid-19 aux Américains et vous allez refaire l'unité. Et là, vous me dites, pas vraiment, parce que les Américains, en matière de Covid-19, ils se divisent. Il y a les républicains qui estiment que l'économie est plus importante que la crise sanitaire, et les démocrates qui disent la crise sanitaire est plus importante que la crise économique. En tout cas, on ne peut pas faire redémarrer l'économie tant qu'on n'a pas réglé la question sanitaire. Donc Biden, il va devoir dépasser ça. Alors, il l'a dit en partie, et vous avez raison, des millions d'Américains ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'économie, de ne pas crever, et on a là une double peine, et laissez-nous travailler. Continuons, le lockdown, ce n'est pas possible. Il y a eu des oppositions terribles. En Californie, notamment, c'est même des oppositions politiques. Le gouverneur a dit on ferme dans certains endroits. Les shérifs républicains ont dit moi je ne respecte pas ce que dit le gouverneur. Donc si vous voulez, dans cette espèce de millefeuille administratif et politique américain, vous avez le président qui disait quelque chose, le gouverneur d'État qui disait moi je confine, et puis le shérif républicain qui disait moi je confine pas. Donc Biden, il va donner des directives, mais il y a des limites. Et les limites, c'est le fédéralisme américain. Première limite, il dit, moi, je veux que vous portiez tous le masque. Il a dit 100 jours pour porter le masque. 100 jours pour porter le masque et pour se vacciner, et ça ira mieux. Sauf que vous avez déjà les gouverneurs républicains qui ont dit non, porter le masque, c'est une liberté individuelle. Nous, gouverneurs républicains, on ne va pas obliger nos citoyens à le faire. Donc Biden, il aura juste la possibilité d'obliger les fonctionnaires fédéraux à le faire. Il ne pourra pas obliger tous les Américains à le faire. Il aura donc ses gouverneurs démocrates qui sont ses alliés, mais les gouverneurs républicains qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Donc il va essayer quand même, dans l'action, ce sera quand même plus facile, dans l'action, il va quand même essayer d'impulser des politiques qui vont essayer de tendre vers le dépassement des caricatures. Et il a un autre atout, c'est le Congrès. Le Congrès, il est kiff-kiff, il est républicain-démocrate, avec une voix qui va faire balancer la chose, c'est la voix de la vice-présidente Kamala Harris. Mais on va devoir gouverner au centre, parce que finalement, ce Sénat... Alors le Congrès, la Chambre des représentants est démocrate, mais avec une majorité plus étroite qu'avant. Mais le Sénat, il est vraiment réparti. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un républicain qui va souvent, qui est assez progressiste, qui va voter du côté des démocrates, et de l'autre côté, vous avez un démocrate assez conservateur qui va voter. Donc peut-être qu'on va, pendant 4 ans, en tout cas 2 avant les mi-termes, s'intéresser à ces 2 personnages-là qui sont de l'un et de l'autre côté de ce mur. En ce qui concerne les annonces que va faire Joe Biden, pour la politique étrangère, quelles sont, à votre avis, les mesures les plus importantes qu'il va annoncer tout de suite? Je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il va devoir, en quelque sorte, revenir aux engagements qui précédaient l'ère Trump, en particulier l'accord de Paris. En matière d'écologie, il l'a dit, ma première mesure sera de revenir dans le concert des nations. Il va donc donner des signes forts de ce retour des États-Unis dans le multilatéralisme mondial. Et en même temps, la deuxième chose, c'est qu'il ne fera pas ce que Donald Trump a fait, c'est que lui s'inscrira dans la continuité de son prédécesseur. Probablement. La tradition des présidents américains, c'est de respecter la parole du président précédent. L'exception, c'est Donald Trump. Oui. Donald Trump, lui, disait non, moi je ne suis pas tenu par l'accord iranien, je ne suis pas tenu par l'accord de Paris, je ne suis pas tenu par l'accord avec Cuba, etc. Alors donc, ça signifie quoi pour Joe Biden? Ça signifie par exemple très concrètement, mais ça c'est un avis, une analyse, mais c'est subjectif. Par exemple, je pense que Donald Trump a annoncé récemment qu'il reconnaissait la marocanité du Sahara. Je prends un exemple très concret.
que Joe Biden va prendre le risque, lui, de dire, le 10 décembre dernier, Donald Trump a dit ça au roi du Maroc, et là, hop, non, moi, je change complètement d'avis sur le sujet. Là, ça arrange tout le monde aussi. Hein, ça arrange tout le monde. C'est peu probable qu'il le fasse. Et donc, on peut penser que sur ce point, par exemple, il sera dans la continuité de Donald Trump. Un autre point où il sera dans la continuité de Donald Trump, c'est peut-être la politique chinoise, à l'encontre de la Chine. Et là, ça permet quand même de dire qu'on peut peut-être faire un bilan de Donald Trump en matière de politique étrangère, comme en matière de politique générale. Donald Trump, ça a été le casse-tête des journalistes. Leur gagne-pain, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais aussi, c'est lui qui le disait, hein, je vous fais vivre, hein, il disait au New York Times, regardez combien vous vendez, hein, vous me critiquez, mais vous parlez de moi, parce que je vois. Mais ça va être le casse-tête de l'historien, parce que l'historien, lui, il va essayer de ne pas être le nez sur... c'est quand même pas 4 ans de tweets échevelés et d'appel à l'insurrection, Donald Trump. Il a fait des choses. Et il a un bilan, y compris un bilan sous le radar. Je vous donne 3 exemples très concrets. Le premier exemple, je vous l'ai donné, la Chine. Il a eu une politique à l'encontre de la Chine sur le plan commercial, également sur le plan de la politique de défense. C'est-à-dire qu'il a réorienté la politique de défense américaine pour une présence accrue dans la zone Asie-Pacifique. Alors qu'avant, on avait... très clairement une géopolitique avec la menace terroriste au Moyen-Orient. Donald Trump a dit non, je réoriente vers la Russie et vers la Chine. Donc là, on le voit, hein, réorientation très claire sur le plan géopolitique. Que va faire Joe Biden ? Sur le plan commercial, par exemple, il a même amené une partie du monde derrière lui sur la 5G. Donald Trump a un héritage. Deuxième chose, il a déversé des milliards d'aides sur les agriculteurs américains. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est les gens qui ont voté pour lui, évidemment. C'est ce soutien-là. Héritage quand même. Écoutez Joe Biden qui parle du Buy American, acheter américain. Patriotisme économique, ça c'est quand même l'héritage de Donald Trump. Et puis Donald Trump, il a quand même, et c'est une de ses dernières décisions, lancé le ministère de la Justice contre Google et contre la position monopolistique de Google, en disant, vous allez sur tout le monde, tous ceux qui nous écoutent le savent, ils vont sur Internet, ils font une recherche, 90% de la recherche, ils vont sur Google. Ça, c'est une position de monopole. Ce qui fait que la connaissance humaine, nos esprits, nos cerveaux sont maintenant conditionnés par une grande firme. C'est beaucoup plus grave que lorsque le pétrole était gouverné par Rockefeller au début du XXe siècle, parce que là, c'est nos cerveaux qui sont en cause. Et donc là, et là-dessus, je ne donne pas mon opinion, mais là, j'aurais voté Trump au moins là-dessus, c'est, même si j'utilise Google comme tout à chacun, mais quand même, il a fait une action courageuse. Il a dit, là, il y a une position monopolistique. Que va faire Joe Biden ? Là, les démocrates de la Chambre suivent Donald Trump là-dessus. Ils disent il y a un vrai problème de monopole de Google, comme d'ailleurs de Facebook. Il y a quand même là, entre la politique, les citoyens et les géants, ce qu'on appelle aux États-Unis les GAFAM, parce qu'on n'oublie pas Microsoft, il y a quand même un vrai problème démocratique qui se pose. Puis on peut dire d'un mot, effectivement, de la suppression de son Twitter. Évidemment, les GAFAM se vengent de son initiative. Il y a un point aussi très délicat que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est la question iranienne. Là, c'est vraiment très délicat pour Biden, soit de revenir à l'accord, soit de continuer dans la politique de Trump. Que va-t-il faire, à votre avis ? Ça, c'est très complexe parce qu'il a été très proche de la négociation de l'accord iranien dans l'administration d'Obama. Et en même temps, l'histoire ne repasse pas les plats, c'est-à-dire que la situation géopolitique actuelle de cette région du monde n'est plus la même. Les Iraniens ne sont plus du tout dans la même position par rapport aux États-Unis et au reste du monde. Les Israéliens non plus. Le monde, entre-temps, a changé en 4 ans. Donc ça va être très difficile. Il va pas reprendre ce qui a été détricoté par Donald Trump. Mais en même temps, les Iraniens augmentent la production d'uranium. Et en même temps, il faudra s'approche de la bombe. Exactement. Donc ça veut dire qu'il va devoir
trouver des solutions, il va sans doute probablement revenir déjà à la table des négociations avec ses alliés européens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que cet accord, il était à 5. C'était pas un accord américano-iranien. Donc là, carte à jouer évidemment pour nous en tant qu'Européens, pour les Européens, carte à jouer très important de dire aux Américains, mais écoutez, là, vous avez quand même fait volte-face, c'est très complexe, donc oui, d'accord, mais on va renégocier tout ça, comment on va le faire et puis là, il faut un peu de continuité, mais vous voyez, ce pays, les États-Unis, qui donnaient des leçons de démocratie au monde, là, il y a quand même si vous voulez, ce qui est écorné, c'est l'exceptionnalité américaine. L'exceptionnalité démocratique de ce pays, elle est écornée. Et c'est pour ça que c'est un des enjeux, si on veut boucler la boucle. Par l'invasion du Capitole, c'est ça? Par l'invasion du Capitole, mais aussi par les 4 ans de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est à la fois une manière de s'adresser au peuple, et ce qui fait que Biden devra aussi s'adresser de manière très directe au peuple. Il y a une manière maintenant de faire de la politique très directe. Mais les limites du populisme, si je peux sortir un peu de l'analyse objective et être un peu plus subjectif et dire que de mon point de vue, les limites de ce populisme, il y a un populisme utile qui consiste à dire que dans le mot démocratie, il y a le mot démos qui veut dire peuple. Démos, ça veut dire peuple. Et il faut sans doute un peu plus de démocratie directe et il faut aussi que la démocratie représentative le soit vraiment. Pas de Jupiter alors, hein? Pas de Jupiter. Mais il y a un populisme évidemment nuisible, qui est d'appeler peuple, le peuple, simplement son peuple. D'appeler le peuple uniquement ceux qui ont voté pour vous. Et on le voit bien, la fin de l'ère Trump, c'est ça. Il ne s'adressait plus qu'à ceux qui avaient voté pour lui. Alors certes, ça a du bon quand vous respectez les promesses que vous avez tenues, que vous avez promis. Vous faites des promesses et vous les tenez, ça c'est formidable. Mais ne s'adresser qu'à son peuple. Et son peuple, c'était devenu que ceux qui ont envahi le Capitole. Là, c'est quand même les limites de l'exercice démocratique. Non, le peuple n'est pas ceux qui ont voté pour Donald Trump. Il y a des gens qui n'ont pas voté pour lui, et beaucoup. Et parce qu'autrement, les limites, c'est de dire on efface les 7 millions de voix entre les deux. Et c'est de dire tout ça est une tricherie. Si le peuple ne vote pas pour moi, c'est que c'est une vaste fumisterie, c'est une fake news. C'est les limites du populisme. Alors on va terminer justement en parlant du populiste en chef, c'est-à-dire de Trump. Est-ce qu'à votre avis, il est grillé, complètement grillé, ou peut-il se refaire une santé? Parce que dans la politique, on a déjà vu des comebacks. Alors il a 2 ennuis. Le premier ennui, c'est qu'on le prive de son tweet. Son Twitter, son instrument privilégié. Vous savez que quand vraiment il décide de structurer sa campagne en 2013, c'est le moment où il décide aussi de structurer son Twitter. Un tribunal ne peut pas le lui rendre? Alors, ça pourra peut-être se juger par la justice. C'est très compliqué, c'est une entreprise privée, mais sans son tweet, c'est compliqué parce que c'est une force considérable. 89 millions d'abonnés qui retweetent des messages politiques, ça en fait l'homme qui est le plus influent politiquement au monde. Deuxième chose, les ennuis d'impeachment. Vous savez que c'est le président 2 fois impeached. Il est impeached par la Chambre des représentants. Il y aura procès. Il y aura procès. Alors les démocrates, vous savez que la stratégie des démocrates, et là c'est pour ça que cet impeachment était particulier, d'habitude c'est pour que le président s'en aille. Là c'était pour qu'il ne redevienne pas président. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc l'idée c'est 2024. Et la stratégie des démocrates, c'est de se dire quand ça va arriver au Sénat, il nous faut 17 républicains. Est-ce que dans ces républicains, il n'y en aurait pas 17 qui se diraient 2024 c'est pour nous? Et avant 2024, 2022, on évite que Trump fasse la pluie et le beau temps et dise à son électorat « votez pour celui, votez pour celui-là ». Donc on se débarrasse de Trump, sachant qu'il y a quand même un bilan émotionnel à faire. Les républicains sont jurés, mais ils sont aussi témoins de ce qui s'est passé le 6 janvier. Et vous avez des républicains qui se disent j'ai risqué ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, effectivement, on va attendre ce procès. Il ne faudra simplement pas que pour Joe Biden, les 100 premiers jours au Congrès soient 100 premiers jours uniquement consacrés au procès de Donald Trump, parce que sinon, on va dire qu'on perd du temps dans le champ de l'action dont je parlais précisément tout à l'heure. Eh bien, nous allons attendre
cette séance, enfin ces séances au Sénat, le nouvel impeachment de Donald Trump, suite de cette formidable série que nous suivons avec plaisir grâce à vous, et nous nous reverrons donc bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci François Durper. Vous êtes universitaire, historien, comme nos téléspectateurs le savent bien. Merci. Merci.